Mes parents voulaient vendre ma maison d'héritage pour financer celle de ma sœur. Ils m'ont dit, arrête ton égoïsme. C'est une maison que tu n'as pas payée. Soit tu partages, soit tu n'es plus notre fille. Alors, je l'ai vendue en secret à la seule personne qu'ils craignaient. Quand ils ont débarqué avec un agent immobilier, la vue du nouveau propriétaire les a fait hurler. Je m'appelle Élise Girard, et ce qui s'est passé le mois dernier m'a appris que la meilleure réponse à la manipulation familiale n'est pas la colère. C'est un contrat notarié, parfaitement exécuté. Mes parents m'ont posé un ultimatum, vendre la maison de ma grand-mère à ma sœur, ou être renié. Ils ont dit que j'étais égoïste, que c'était une maison, gratuite. Ils ont même débarqué avec un agent immobilier pour forcer la vente. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà vendu la maison 3 jours plus tôt. Et pas à n'importe qui. Au PDG de ma propre sœur. Quand ils l'ont vu ouvrir la porte, ma mère a poussé un cri que tout le quartier a dû entendre. Avant que je ne vous raconte en détail comment j'ai transformé leur cupidité en leur pire cauchemar, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner si, comme moi, vous pensez que personne ne devrait subir la pression de sa propre famille. J'adorerais savoir de quelle ville ou de quel pays vous me regardez. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Êtes-vous un oiseau de nuit, ou est-ce que vous m'écoutez avec votre café du matin? Maintenant, laissez-moi vous emmener là où tout a commencé. Je m'appelle Élise Girard, j'ai 32 ans et je suis comptable. Un métier que ma famille a toujours qualifié de « sérieux mais ennuyeux ». Pour eux, la vie ne devait pas être sérieuse, elle devait être spectaculaire. Et le spectacle, c'était ma sœur cadette, Coralie. Dans le jardin de la famille Girard à Lyon, il n'y avait de la place que pour une seule fleur, une seule orchidée rare et précieuse, Coralie. Moi, j'étais le lierre, solide, discret, celui sur qui on pouvait compter mais qu'on ne remarquait jamais. Les souvenirs sont comme des cicatrices, certains s'estompent, d'autres restent vifs et douloureux. Je me souviens de mes 16 ans. Je rentrais fièrement à la maison, mon bulletin scolaire à la main, que des A. Mon père, Didier, y a jeté un œil distrait pendant 2 secondes avant de demander « Tu as vu le projet artistique de Coralie ? Elle a été sélectionnée pour l'exposition du département. » Mes notes parfaites étaient une chose attendue, normale. Le moindre accomplissement de Coralie était un miracle digne d'une célébration nationale. Quand j'ai demandé 200 € pour les frais d'inscription au club de débat du lycée, on m'a répondu que le budget était serré, qu'il fallait prioriser les dépenses. La même semaine, ils ont acheté un ordinateur à 3 000 € pour Coralie, pour ses activités créatives. Pendant que je prenais le bus pour l'université publique, travaillant le soir dans un petit restaurant pour payer mes études, mes parents finançaient la prestigieuse école de commerce de Coralie, ses 6 changements de spécialité et ses étés d'épanouissement personnel à Bali. Élise est indépendante, disait ma mère, Sylvie. Elle n'a pas besoin de la même attention que sa sœur. Ce qui se traduisait par « Élise ne mérite pas ce que Coralie mérite ». La seule qui voyait clair dans ce jeu de dupes, c'était ma grand-mère, Geneviève. Pendant que mes parents assistaient aux répétitions de danse de Coralie, mémé Geneviève se glissait dans ma chambre. Son parfum de lavande m'enveloppait comme une armure. Elle s'intéressait à mes projets, à mes examens, à mes rêves modestes. Un soir, alors que mes parents avaient oublié ma cérémonie de remise de diplôme avec mention très bien, je lui ai demandé, les larmes aux yeux, pourquoi il l'aime plus que moi, mémé. Elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré une chose qui est devenue ma boussole. Ils ne l'aiment pas plus, ma chérie. Ils s'aiment plus, eux-mêmes. Et Coralie est le reflet de ce qu'ils auraient voulu être, brillant, artistique, admiré. Toi, ma douce Élise, tu es le reflet de ce qu'ils sont vraiment, travailleurs, pragmatiques, sans fioritures. Et ça leur fait peur. Puis elle a ajouté quelque chose d'étrange, une sorte de prophétie. Un jour, ma petite, ils essaieront de te prendre quelque chose qui t'appartient vraiment. Ce jour-là, ne crie pas. Ne pleure pas, utilise les documents. Les chiffres. Un contrat bien rédigé est plus puissant que n'importe quelle crise de larmes. Je n'ai pas compris toute la portée de ces mots à ce moment-là. Je pensais qu'elle parlait de mon futur travail, de mes finances. Je ne savais pas qu'elle parlait de son dernier cadeau, de son héritage, de la maison où j'avais passé les seuls moments de mon enfance où je m'étais sentie vraiment aimée.
Je ne savais pas non plus que ce jour-là arriverait bien plus tôt que prévu. Il est arrivé avec une simple lettre à en-tête du notaire, une lettre qui allait transformer mon deuil en champ de bataille et la prophétie de ma grand-mère en plan de survie. Le cabinet du notaire était silencieux, l'air chargé d'une odeur de vieux papier et de deuil poli. J'étais seule. Mes parents et Coralie avaient prétexté un engagement important, une vente privée dans une boutique de luxe, j'ai appris plus tard. Le notaire, maître Dubois, un homme au visage bienveillant, a ajusté ses lunettes et a commencé la lecture du testament de Geneviève. Mon cœur battait à tout rompre. Je m'attendais à recevoir quelques bijoux, peut-être une petite somme d'argent. Puis la phrase est tombée, nette et sans appel, je lègue à ma petite-fille bien-aimée, Élise Girard, l'entière propriété de ma maison située à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, ainsi que tout son contenu. Le souffle m'a manqué. La maison. Pas juste une maison, mais la maison. Un charmant petit manoir avec un jardin où chaque rose avait été plantée par ma grand-mère. Une propriété évaluée à près de 800 000 € dans l'un des quartiers les plus prisés de la banlieue lyonnaise. Pendant un instant, une vague de joie pure et de gratitude m'a submergée. C'était plus qu'un héritage financier. C'était la validation ultime. La preuve que quelqu'un m'avait vu, vraiment vu. Je pourrais enfin quitter mon studio exigu de Villeurbanne, dire adieu à mon trajet d'1 heure dans les bouchons. J'aurais un chez moi. Un sanctuaire. Mais cette joie fut de courte durée. Tel un ciel d'été qui s'assombrit soudainement, la réalité de ma famille est venue tout gâcher. Le premier appel fut celui de ma mère, le soir même. Sa voix était mielleuse, un ton que je n'avais pas entendu depuis des années. Élise, ma chérie, félicitations. Nous sommes si surpris. C'est une énorme responsabilité pour une jeune femme seule, tu sais. Une maison si grande? Le sous-entendu était clair comme de l'eau de roche. Puis ce fut mon père. Sa voix était grave, se voulant protectrice. Élise, il faut qu'on parle de cette maison. C'est un bien familial. Ta grand-mère était peut-être un peu confuse sur la fin. Nous devons penser à ce qui est juste pour tout le monde. Tout le monde signifiant Coralie. Et enfin, l'appel de Coralie elle-même. Elle pleurait. De grosses larmes de crocodile au téléphone. Élise, je suis si heureuse pour toi, mais, c'est juste que, avec mon copain, on cherche à s'installer, et le marché est si difficile. Ce n'est pas juste que tu aies une maison gratuite alors que nous, on galère. Elle galérait, dans un appartement de luxe payé par nos parents. J'ai raccroché, les mains tremblantes. La prophétie de Mémé me revenait en tête. La partie sur « ils essaieront de te prendre quelque chose ». Je sentais les murs se refermer sur moi. Une partie de moi, la petite Élise qui voulait désespérément leur plaire, a commencé à douter. Et si j'étais vraiment égoïste? Après tout, c'est une maison que je n'ai pas payée. Cette pensée insidieuse, plantée par des années de manipulation, a commencé à germer. Il savait exactement sur quel bouton appuyer. Il connaissait mes faiblesses. J'ai passé une nuit blanche, à regarder le plafond de mon petit studio, le bruit de la ville en fond sonore. J'étais tiraillée entre la loyauté toxique envers ma famille et la fidélité à la dernière volonté de la seule personne qui m'ait jamais aimée sans condition. Chaque appel était comme un fil de plus dans la toile qu'il tissait autour de moi. Chaque mot gentil était un poison. Il ne voulait pas partager. Il voulait tout. Chaque appel était comme un nœud coulant qui se resserrait un peu plus, et je savais qu'il ne s'arrêterait pas avant que je ne suffoque. Les appels et les messages textes n'ayant pas suffi à me faire plier, ils sont passés à la vitesse supérieure. La tentative de manipulation psychologique s'est transformée en une invasion pure et simple. C'était un mardi après-midi. J'étais en pleine réunion au bureau quand mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. J'ai ignoré. Il a vibré à nouveau. Et encore. Agacée, j'ai fini par m'excuser et sortir. C'était Monsieur Fournier, le voisin octogénaire de ma grand-mère, un homme adorable qui la connaissait depuis 50 ans. Sa voix était paniquée. Élise? C'est Paul Fournier. Il faut que vous veniez tout de suite. Votre mère et votre sœur sont là. Elles ont un serrurier. Elles essaient de changer les serrures de la maison de Geneviève. Le sang s'est glacé dans mes veines.
J'ai balbutié des excuses à mon patron et j'ai couru hors du bureau. Pendant le trajet en voiture, une rage froide m'a envahi. Ce n'était plus de la persuasion, c'était une tentative de vol. Une violation. Quand je suis arrivée à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, la scène était surréaliste. Ma mère, Sylvie, se tenait sur le perron, donnant des ordres à un jeune serrurier qui avait l'air profondément mal à l'aise. Coralie était assise sur les marches, faisant semblant de pleurer pour attirer la sympathie des quelques voisins qui commençaient à sortir, curieux. « Qu'est-ce que vous faites » ai-je crié en sortant de ma voiture. Ma mère s'est retournée, sans la moindre honte. « Élise !» On s'inquiétait. « Tu ne réponds pas. » On a pensé qu'il fallait sécuriser la maison. « Tu n'es pas dans ton état normal, ma pauvre chérie. » Le choc, le deuil. Mon état normal ? J'ai éclaté de rire, un rire sans joie. Vous essayez de forcer l'entrée de ma maison et c'est moi qui ne suis pas dans mon état normal ? Le serrurier a reculé, sentant le drame. Madame, elle dit que c'est sa maison. Vous m'aviez dit. Elle est confuse, a coupé Coralie en se levant, son visage baigné de larmes de glycérine. Elle ne se rend pas compte. C'est un bien familial. On fait ça pour son bien. C'en était trop. La petite Élise docile et silencieuse est morte sur ce perron. Sortez d'ici, ai-je dit, ma voix tremblante de fureur. Sortez de ma propriété immédiatement. Ta propriété, a sifflé ma mère. Tu n'as rien, Élise. Tu n'as jamais rien eu qui ne nous soit pas passé par les mains. Tu es une ingrate. La dispute a éclaté, violente, publique. Monsieur Fournier est sorti sur son balcon. D'autres voisins regardaient par leurs fenêtres. C'était exactement ce qu'elle voulait, me faire passer pour une folle hystérique. J'ai sorti mon téléphone. Si vous ne partez pas dans les 10 secondes, j'appelle la police pour violation de domicile. Leur bluff a été démasqué. Elles savaient que je le ferais. Elles ont reculé, mais pas sans lancer des insultes. Coralie m'a traité de « monstre égoïste ». Ma mère m'a jeté un regard rempli de haine pure et a dit « Tu le regretteras ». Quand elles sont parties, je suis restée là, tremblante, au milieu de la rue. Humiliée. Violée dans mon intimité. Mais au fond de cette humiliation, une nouvelle force est née. Une détermination froide comme l'acier. Ils avaient franchi la dernière limite. Ils ne me considéraient plus comme leur fille, mais comme un obstacle. Très bien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré. J'ai planifié. Parce que ma grand-mère avait raison. C'était le moment d'utiliser les documents. Et je savais exactement quels documents j'allais créer. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous cédé pour maintenir la paix, ou seriez-vous allé jusqu'au bout comme moi ? Dites-le moi dans les commentaires, vos histoires m'intéressent vraiment. Et si ce genre de situation vous parle, n'oubliez pas de vous abonner, car le soutien de la communauté est parfois la seule chose qui nous reste. Assise dans le silence de mon appartement, le tumulte de la journée s'estompant pour laisser place à une clarté glaciale, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le visage de ma mère, tordu par la rage, était gravé dans ma mémoire. Je savais qu'il ne s'arrêterait pas là. La tentative avec le serrurier n'était qu'un avant-goût. La prochaine étape serait juridique, plus vicieuse, plus destructrice. Je devais agir vite. Je devais être plus intelligente qu'eux. L'idée m'est venue comme un éclair. Un nom que je n'avais pas prononcé depuis près de 10 ans, Adrien Blanchard. Adrien et moi étions dans le même groupe de projet en dernière année d'école de commerce. C'était un étudiant brillant, ambitieux, déjà passionné par l'immobilier et la technologie. Mais je me souvenais surtout d'un incident précis. Nous travaillions sur notre projet de fin d'études, une analyse financière complexe. Adrien, notre leader, avait fait une erreur de calcul monumentale, une erreur qui aurait pu faire échouer tout le groupe. Il était dévasté, prêt à tout abandonner. J'ai passé une nuit entière à éplucher ces tableaux Excel, ligne par ligne. Ma nature de comptable, celle dont ma famille se moquait, a pris le dessus. À 5 heures du matin, j'ai trouvé l'erreur. Une simple formule inversée, noyée dans des milliers de données. J'ai corrigé le tir, refait les projections, et nous avons obtenu l'une des meilleures notes de la promotion.
Adrien ne l'a jamais oublié. Élise, m'avait-il dit le jour de la remise des diplômes, tu ne m'as pas seulement sauvé la mise. Tu m'as appris ce que signifie la rigueur. Je te revaudrai ça un jour. Une promesse en l'air? Probablement. Mais c'était tout ce que j'avais. Mon cœur battait la chamade alors que je tapais son nom sur LinkedIn. Son profil est apparu instantanément. La photo montrait un homme d'une quarantaine d'années, le regard vif, le sourire confiant. Le titre sous son nom m'a coupé le souffle, Adrien Blanchard, PDG et fondateur de TechLion Innovat. TechLion. La start-up de technologie la plus en vue de la région. Et soudain, une autre information m'a frappé, une information que Coralie avait mentionnée en se vantant lors d'un dîner de famille. C'était là qu'elle travaillait. C'était un pari insensé. Contacter un PDG pour une affaire personnelle? Un homme que je n'avais pas vu depuis une décennie? La petite voix de l'insécurité, celle que mes parents avaient nourrie pendant 30 ans, me criait que c'était ridicule. Tu vas te faire humilier, me disait-elle. Il ne se souvient même pas de toi. J'ai fermé les yeux et j'ai repensé au visage de ma mère sur le perron. À la prophétie de Mémé. La peur de l'humiliation face à un quasi-inconnu était bien moins grande que la peur de me faire déposséder par ma propre famille. J'ai pris une grande inspiration. Ce ne serait pas un appel à l'aide. Ce serait une proposition commerciale. J'ai rédigé un email court, professionnel, précis. Objet, proposition immobilière stratégique, Saint-Cyr au Mont-d'Or. Cher Adrien, j'espère que ce message te trouve bien. C'est Élise Girard, nous étions ensemble dans le groupe de projet de Monsieur Martin en 2015. Je me permets de te contacter aujourd'hui pour une opportunité qui pourrait intéresser ton entreprise. Je suis récemment devenu propriétaire d'une maison de caractère à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Compte tenu de l'expansion rapide de TechLion et de votre besoin potentiel d'espace de travail unique ou de logement pour cadres, je pense que cette propriété pourrait présenter un intérêt stratégique. Je suis contrainte de vendre rapidement et discrètement. Si cela peut entrer dans le cadre de vos investissements, je serais ravi de t'en dire plus. Bien à toi. Élise Girard. J'ai relu l'email 10 fois. C'était parfait. Professionnel. Sans pitié. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai eu l'impression de sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. Mais au moins, c'était moi qui avais sauté. Personne ne m'avait poussé. Je m'attendais à attendre des jours, voire à ne jamais recevoir de réponse. Mais moins d'une heure plus tard, une notification est apparue sur mon téléphone. C'était lui. Élise. Quelle surprise. Bien sûr que je me souviens de toi. La reine d'Excel qui nous a tous sauvés. J'ai toujours dit que je te revaudrais ça. Ta proposition est intrigante. Discrétion et rapidité, c'est exactement ce que j'aime. Es-tu disponible pour un café demain matin? 8 heures, avant que la folie ne commence. Adrien. Un poids énorme s'est soulevé de mes épaules. Il se souvenait. Et il était intéressé. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret du 6e arrondissement de Lyon. Il n'avait pas beaucoup changé, juste quelques rides de concentration au coin des yeux. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, pendant que je lui racontais toute l'histoire, y compris la tentative de changer les serrures. Son visage s'est durci en entendant les détails. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, faisant tourner sa cuillère dans sa tasse. Je connais bien ce genre de dynamique familiale toxique, a-t-il finalement dit, sa voix plus grave. Mon propre père a essayé de me déshériter quand j'ai refusé de reprendre son entreprise pour lancer la mienne. La manipulation financière est l'arme la plus lâche qui soit. Cette confidence a tout changé. Il n'était plus seulement un contact professionnel ou une vieille connaissance. Il était un allié. Quelqu'un qui comprenait. Alors, ta sœur, Coralie Girard, travaille bien chez moi, a-t-il continué. Au marketing. Honnêtement, Élise, elle est moyenne. Elle est la plus grâce à ses relations qu'à son talent. Cela ne posera aucun problème, au contraire. Un sourire énigmatique a traversé son visage. Voici ce que je te propose, a-t-il dit, se penchant en avant. Je ne vais pas juste acheter ta maison. Je vais te l'acheter au-dessus du prix du marché.
Disons 850 000 euros. Nous signerons vite, en toute discrétion. Mais ce n'est pas tout. Nous allons ajouter quelques clauses spéciales au contrat. J'ai froncé les sourcils, intrigué. Quelles clauses? Premièrement, a-t-il expliqué, nous allons signer un bail de 10 ans en ton nom pour l'appartement du dernier étage de la maison. Un loyer très modeste, symbolique. Tu continueras à vivre chez toi, légalement, en tant que ma locataire. Deuxièmement, le contrat de vente inclura une clause de droit de préemption. Si un jour je décide de vendre la maison, tu auras la priorité absolue pour la racheter, au prix exact où je te l'ai achetée aujourd'hui, sans tenir compte de l'inflation du marché. J'étais abasourdi. Mais, pourquoi ferais-tu ça? Il a souri. Parce que ce n'est pas une œuvre de charité, Élise. C'est un investissement. J'ai un projet pour cette maison, un projet qui, ironiquement, concerne l'équipe de ta sœur. Et surtout, c'est une façon de s'assurer que la justice soit rendue. Ta grand-mère voulait que tu aies cette maison. De cette façon, tu l'auras toujours. Ta famille voulait te voir à la rue. Au lieu de ça, ils vont devoir faire face à un contrat en béton armé. C'est beaucoup plus satisfaisant que de simples cris, non? J'ai senti les larmes monter, mais pour la première fois, c'étaient des larmes de soulagement. De gratitude. La prophétie de Mémé prenait tout son sens. J'avais trouvé mon document. Mon arme. Ils veulent que tu vendes, a conclu Adrien. Très bien. Tu vas vendre. Mais ils n'ont jamais précisé à qui. Et ça, Élise, ce sera leur plus grande erreur. Nous nous sommes serrés la main. Ce n'était pas juste un accord commercial. C'était un pacte. Pour la première fois, je ne me sentais plus seule. Nous n'étions plus en train de rédiger un simple contrat de vente. Nous mettions en scène le dernier acte d'une pièce de théâtre dont ma famille serait, à son insu, la tragique et ridicule vedette. Pendant que Maître Dubois et l'équipe juridique d'Adrien travaillaient dans l'ombre, rédigeant les contrats avec la vitesse et la précision d'une opération militaire, le front familial est devenu un véritable champ de mine. Le silence radio de ma part après l'incident du serrurier les a rendus fous. Ils sont passés de la manipulation mielleuse à l'agression pure et dure. Les messages textes pleuvaient, un barrage quotidien de culpabilité et de menaces. Ma mère, j'espère que tu es fière de toi. Ton père ne dort plus à cause du stress que tu lui causes. Sa santé est fragile. Mon père, arrête ce cirque, Élise. Tu es en train de détruire cette famille pour une question d'argent. Coralie, à cause de toi, tout le monde se dispute. Tu as toujours été la cause des problèmes. Puis ils ont mobilisé les troupes. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années ont commencé à m'appeler, tous avec le même discours, comme s'ils lisaient un script rédigé par ma mère. Pense à ta sœur, sois raisonnable, la famille, c'est le plus important. C'était une campagne de harcèlement coordonné, conçue pour m'isoler, me faire croire que j'étais la seule personne déraisonnable, la méchante de l'histoire. Chaque vibration de mon téléphone me donnait des sueurs froides. J'ai commencé à douter à nouveau. Ma résolution, si forte après ma rencontre avec Adrien, commençait à s'effriter sous le poids de leur offensive. Et s'ils avaient raison? Et si je détruisais vraiment ma famille? C'est là que j'ai repensé à ma mère, Sylvie. Je me suis souvenu d'une conversation que nous avions eue, il y a longtemps. Elle m'avait raconté, avec une rare vulnérabilité, qu'elle était la cadette de sa famille et qu'elle avait toujours dû tout céder à sa sœur aînée. Elle en parlait avec une amertume qui ne l'avait jamais quittée. Et soudain, j'ai compris. Elle ne se battait pas pour Coralie. Elle se battait pour la petite fille qu'elle avait été, essayant de réparer son propre passé en sacrifiant son autre fille. C'était une tragédie, un cycle de douleur qui se répétait. Une vague de tristesse m'a envahi. Mais cette tristesse n'a pas affaibli ma décision. Au contraire. Maman avait choisi de répéter le cycle de la douleur. Moi, je choisissais de le briser. Puis, le coup de grâce est arrivé. Un SMS de mon père. Froid, impersonnel, brutal. Rendez-vous jeudi, 14 h, chez Maître Dubois. C'est non négociable. Soit tu signes l'accord de vente pour partager les bénéfices avec ta sœur, soit à partir de ce jour, tu n'as plus de parents.
Tu ne seras plus jamais la bienvenue chez nous. C'est ton choix. Je suis restée assise sur mon canapé pendant 1 heure, à fixer ces mots. Tu n'as plus de parents. La menace ultime. La bombe nucléaire de la manipulation affective. Mais au lieu de la peur et de la panique que j'aurais dû ressentir, j'ai ressenti un calme étrange. Une sorte de libération. Il venait de me donner la porte de sortie que je n'avais jamais osé prendre. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un email de l'avocat d'Adrien. Tous les documents sont prêts et signés de notre côté. Le virement est en attente de votre signature finale. Nous sommes prêts. J'ai regardé l'ultimatum de mon père, puis l'email de l'avocat. Une bataille se livrait en moi, mais elle était déjà terminée. Ils pensaient m'avoir acculé. Ils ne savaient pas que c'était moi qui avais construit le mur contre lequel ils allaient se fracasser. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Le bureau de Maître Dubois était tendu comme une corde de violon. L'air était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Je suis arrivée la dernière, délibérément. Ils étaient déjà tous là, installés autour de la grande table en acajou comme un tribunal d'inquisition. Mon père, Didier, au centre, le visage fermé, agissant comme le grand juge. Ma mère, Sylvie, à sa droite, le menton haut, le regard méprisant. Et Coralie, entre eux, le rôle de la victime innocente parfaitement maîtrisé, un paquet de mouchoirs déjà posés devant elle. Et il y avait une 4e personne. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur rouge agressif, un sourire carnassier aux lèvres. « Élise, je te présente Madame Pernay », a dit mon père sans même un bonjour. C'est l'agent immobilier. Elle a déjà trouvé un acheteur. Une offre en cash, au-dessus du prix demandé. Nous pouvons conclure cette affaire aujourd'hui. J'ai regardé Maître Dubois, qui semblait aussi mal à l'aise que moi. Il a ouvert la bouche pour parler, mais mon père l'a coupé. Nous sommes ici pour régler un problème familial, maître. Votre rôle est de rédiger les documents que nous vous demandons. J'ai pris place en face d'eux, posant calmement mon sac à main sur la chaise à côté de moi. J'ai observé leur visage. La cupidité dans les yeux de mon père. L'arrogance satisfaite sur le visage de ma mère. Et derrière les larmes de Coralie, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu auparavant, une peur panique. La peur de perdre son statut, son confort, sa place de princesse. Madame Pernay a fait glisser une liasse de papier sur la table. Voici l'offre d'achat. Comme vous le voyez, c'est très généreux. Une fois la vente conclue, la somme sera divisée en 2 parts égales. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Divisée ? La maison m'appartient en totalité. Ma mère a levé les yeux au ciel. Ne joue pas sur les mots, Élise. La famille, ça partage. C'est le principe. Vraiment, ai-je demandé. Comme vous avez partagé les frais de scolarité ? Comme vous avez partagé votre présence à nos remises de diplôme ? Ça suffit, a tonné mon père. Nous ne sommes pas ici pour remuer le passé. Tu signes ces papiers, ou tu sais ce qui t'attend. Coralie a alors commencé son numéro. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses subir ça, a-t-elle sangloté. Après tout ce que papa et maman ont fait pour toi, pour nous. Tu es en train de tout gâcher. C'était du grand article. Je devais le reconnaître. J'ai gardé mon visage neutre, me souvenant des leçons de poker de Mémé. Ne jamais montrer son jeu. Nous avons consulté des avocats, a ajouté mon père, pour m'achever. Si tu refuses, nous contesterons le testament pour abus de faiblesse. Une vieille dame, isolée par sa petite-fille préférée, ça tient la route devant un juge. C'était leur dernier coup. La menace ultime. Ils étaient 6 sur 2, si confiants dans leur victoire. Ils me voyaient comme un pion sur leur échiquier, un pion qu'ils allaient sacrifier pour gagner la partie. Ils avaient tout prévu. Sauf une chose. Le pion avait changé de camp. J'ai laissé le silence s'installer pendant quelques secondes insoutenables. J'ai regardé chacun d'entre eux dans les yeux. Puis, j'ai pris une lente inspiration. En fait, ai-je dit en me levant. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Mais pas ici. Leur assurance s'est fissurée. Un éclair de confusion a traversé leur visage. Qu'est-ce que tu racontes,
Assieds-toi, a ordonné mon père. Non, ai-je répondu, ma voix gagnant en force. Si nous devons parler de cette maison, faisons-le dans cette maison. Allons-y tous ensemble. Vous devriez voir ce que vous êtes si désespérés de me prendre. Leurs regards victorieux se sont transformés en suspicion. À quoi tu joues, Élise, a demandé ma mère. Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigée vers la porte. Allons-y, ai-je répété. Ils ne comprenaient pas, mais leur cupidité était plus forte que leur méfiance. Ils se sont levés et m'ont suivi. Ils pensaient encore que c'était leur jeu. Mais en réalité, ils venaient de tomber la tête la première dans mon piège. Le trajet de Lyon à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ressemblait à une procession funéraire. Je conduisais ma petite voiture, seule. Derrière moi, dans leur grosse berline, mon père, ma mère, Coralie et l'agent immobilier, Madame Pernay, formaient un bloc hostile. Je pouvais presque sentir les ondes de leur conversation à travers le métal, les stratégies de dernière minute, les certitudes arrogantes. Ils pensaient que je les emmenais sur le lieu de ma capitulation. Mais je n'étais pas anxieuse. Au contraire. Une étrange sérénité m'avait envahie. J'ai allumé la radio et je suis tombée sur une vieille chanson de Charles Aznavour, une de celles que mémé Geneviève adorait. Je l'ai laissé remplir l'habitacle, sa voix chaude et familière comme une présence rassurante. C'était un signe. Mon téléphone, connecté au système Bluetooth de la voiture, a sonné. Le nom, Adrien Blanchard, s'est affiché. J'ai décroché. Alors, c'est le grand jour, a demandé sa voix calme et posée. On dirait bien, ai-je répondu, jetant un coup d'œil dans mon rétroviseur. La berline me collait, comme si elle avait peur que je m'échappe. Tu es sûre de ton coup, Élise? Tu n'es pas obligée de faire ça. Ils veulent voir la maison, Adrien, ai-je dit avec un léger sourire. Ils vont être servis. Tout est en place de ton côté? Tout est prêt. Je suis déjà sur les lieux. La surprise sera totale. Parfait. À tout de suite. J'ai raccroché. Le reste du trajet s'est fait en silence, seulement rythmé par la musique d'Aznavour. Je pensais à toutes les fois où j'avais fait cette route pour aller voir mémé. Les dimanches après-midi, les vacances de Noël. Cette maison n'était pas un tas de briques. C'était le coffre-fort de mes seuls souvenirs heureux. Et je n'allais laisser personne le piller. Nous sommes enfin arrivés dans la petite rue tranquille bordée d'arbres. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres dansantes sur les belles façades en pierre. Et là, garée devant le portail en fer forgé de la maison de mémé, il y avait une voiture que je ne connaissais que trop bien pour l'avoir vue sur le parking de l'entreprise. Une magnifique Audi noire, brillante, impeccable. La voiture de fonction d'Adrien Blanchard. J'ai ralenti et me suis garé le long du trottoir. Dans mon rétroviseur, j'ai vu les visages dans l'autre voiture se figer. Mon père a plissé les yeux. Ma mère s'est penchée en avant. Mais c'est la réaction de Coralie qui a été la plus révélatrice. J'ai entendu un son étouffé, même à travers les vitres. Un hoquet de surprise. J'ai vu sa main se porter à sa bouche. Son visage est devenu blême. C'est la voiture de mon patron, je l'ai presque entendu murmurer. Je suis sortie de ma voiture, lentement, savourant chaque seconde. Le piège était en place. La souris était entrée dans la cage. Le rideau allait se lever sur le dernier acte. Et à en juger par la panique qui commençait à poindre dans les yeux de ma sœur, le spectacle promettait d'être inoubliable. Le silence qui est tombé sur la petite rue était presque assourdissant. Mes parents et Coralie sont sortis de leur voiture comme des automates, leurs yeux fixés sur l'Audi noire, puis sur la porte d'entrée de la maison. L'agent immobilier, Madame Pernay, semblait complètement perdu, son dossier d'offre d'achat serré contre sa poitrine comme un bouclier inutile. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Élise ?» a demandé mon père, sa voix basse et menaçante. « Qu'est-ce que cette voiture fait là ?»« C'est la voiture de Monsieur Blanchard, mon PDG, » a balbutié Coralie, comme si elle n'arrivait pas à y croire elle-même. Avant que je n'aie eu le temps de répondre, la grande porte en chêne de la maison s'est ouverte. Adrien Blanchard est apparu sur le seuil. Il portait une tenue décontractée mais élégante, un polo bleu marine et un pantalon chino,
mais il dégageait une autorité naturelle qui a immédiatement capté toute l'attention. Il a balayé le groupe du regard, s'attardant une seconde sur le visage décomposé de Coralie, avant de me sourire chaleureusement. « Élise. »« Timing parfait », a-t-il dit d'une voix calme. Mon père a fait un pas en avant, retrouvant un peu de sa contenance. Il ne comprenait pas, mais il sentait que le contrôle de la situation lui échappait. « Monsieur, je suis Didier Girard. Il doit y avoir un malentendu. Nous sommes ici pour une affaire de famille concernant cette propriété. » Madame Pernay, sentant une opportunité, s'est précipitée. « Monsieur Blanchard. » Quelle surprise. Rebecca Pernay, agence Immo Prestige. Je comprends que vous êtes peut-être intéressé par ce bien exceptionnel. J'ai justement une offre très compétitive à vous. Adrien l'a interrompu d'un simple geste de la main, sans même la regarder. Son attention était fixée sur mes parents. « Madame, je ne suis pas intéressé, » a-t-il dit, chaque mot tombant comme une pierre dans un puits. « Je suis le propriétaire. » Le mot a flotté dans l'air. Propriétaire. Si le silence précédent était assourdissant, celui-ci était cataclysmique. J'ai regardé leur visage. La confusion totale de mon père. L'incrédulité de ma mère, sa bouche entr'ouverte. Et le visage de Coralie qui passait par toutes les nuances du désespoir. L'agent immobilier, elle, semblait avoir été frappée par la foudre. Mon père a été le premier à retrouver sa voix. C'était un rugissement étranglé. C'est impossible. C'est un mensonge. Cette maison appartient à ma fille, Élise. Maître Dubois, qui était arrivé discrètement dans sa propre voiture et se tenait en retrait, a choisi ce moment pour s'avancer. Appartenait, monsieur Girard, a-t-il corrigé d'une voix douce mais ferme. Le verbe est au passé. Quoi, a crié ma mère. La vente a été finalisée il y a 3 jours, ai-je ajouté, ma voix claire et posée. En toute légalité. Le regard de Coralie s'est ancré dans le mien. Il n'y avait plus de larmes, seulement une lueur de panique et de haine. Tu l'as vendu? Tu l'as vendu à MON Patron? Techniquement, à sa société d'investissement, a précisé Adrien avec un calme olympien. Mais oui, c'est l'idée. Maître Dubois peut vous confirmer que tout est en ordre. L'avocat a hoché la tête. J'ai supervisé moi-même la transaction. Vente propre, prix juste, tous les documents ont été enregistrés auprès des services compétents. Mon père est devenu pourpre. C'est une escroquerie. Une manipulation. Vous avez profité de sa faiblesse. Adrien a ri. Un vrai rire, franc et amusé. Monsieur Girard, j'ai payé cette propriété 850 000 €, bien au-dessus de sa valeur estimée. Si quelqu'un a profité de quelque chose ici, c'est bien Élise qui a fait une excellente affaire. Mais je voulais cette maison, à cet emplacement précis. J'étais prêt à y mettre le prix. Le mot « propriétaire » résonnait encore. C'était un mur infranchissable. Toutes leurs menaces, leurs plans, leurs certitudes venaient de s'écraser contre lui. Ils avaient perdu. Ils ne le comprenaient pas encore totalement, mais ils le sentaient. Le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Et le plus beau, c'est que c'était moi, la silencieuse, l'invisible Élise, qui venait d'appuyer sur le bouton qui avait tout fait s'effondrer. Le chaos qui a suivi la révélation d'Adrien était à la fois pathétique et délicieux. Mon père parlait de poursuites judiciaires, ma mère criait à la trahison, et Coralie restait figée, le visage blême, comprenant que sa carrière et ses plans de grandeur venaient de prendre une tournure très compliquée. Mais pourquoi, a finalement réussi à articuler Coralie, sa voix à peine un murmure. Pourquoi cette maison? C'est à ce moment-là qu'Adrien a asséné le deuxième coup. C'est simple, Coralie, a-t-il dit en la regardant droit dans les yeux. L'entreprise cherche à développer des espaces de travail plus créatifs, moins formels. Nous allons transformer le rez-de-chaussée de cette maison en un bureau satellite pour l'équipe marketing. Ton équipe, en fait. Félicitations pour ton nouvel environnement de travail. Si j'avais planté un poignard dans le dos de ma sœur, l'effet n'aurait pas été plus dévastateur. Elle a chancelé, se rattrapant au bras de ma mère. Un bureau? Ici? Absolument, a confirmé Adrien, imperturbable. Un meilleur équilibre vie pro-vie perso, un cadre inspirant,
Tous les mots à la mode que tu utilises dans tes présentations. Nous allons les mettre en pratique. C'était un coup de maître. Non seulement il avait acheté la maison, mais il la transformait en lieu de travail pour Coralie. Chaque jour, elle devrait venir travailler dans la maison qu'elle avait essayé de me voler. Chaque matin, elle franchirait le seuil en sachant qu'elle avait échoué. Mais je n'avais pas encore joué ma dernière carte. C'était le moment de la prophétie. Le moment du document. Et ce n'est pas tout, ai-je dit, attirant à nouveau tous les regards. Ma voix ne tremblait plus. Elle était pleine d'une force que je ne me connaissais pas. Il y a une autre partie de l'accord que vous devriez connaître. Je me suis tournée vers Adrien, qui m'a fait un léger signe de tête encourageant. Adrien et moi avons signé un autre contrat, ai-je annoncé. Un contrat de location. Pour l'appartement qui occupe tout l'étage supérieur de la maison. Un bail de 10 ans, à un loyer très préférentiel. Je reste ici. Je continue à vivre dans la maison de ma grand-mère. Le silence est revenu, plus lourd, plus chargé de venin que jamais. Alors, laisse-moi récapituler, Coralie, ai-je continué, la regardant droit dans les yeux. À partir de lundi, tu viendras travailler ici, au rez-de-chaussée. Et moi, je vivrai juste au-dessus de ta tête. Tu m'entendras marcher, vivre, respirer, chaque jour. Chaque jour, tu te souviendras que tu es dans ma maison, même si légalement, elle appartient à ton patron. C'en était trop pour elle. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle hurlé, perdant tout contrôle. C'est du harcèlement psychologique. Non, a rétorqué Adrien, son ton devenant glacial. C'est une transaction immobilière. Élise est ma locataire, et elle a tous les droits de l'être. Toute forme de pression ou de harcèlement de la part d'un employé envers un de mes locataires entraînera un licenciement immédiat pour faute grave. Est-ce que c'est clair? La menace était à peine voilée. Coralie est devenue livide. Mon père, fou de rage, s'est tourné vers moi. Vous avez planifié ça ensemble. C'est un complot pour nous humilier. Non, papa, ai-je répondu calmement. Ce n'est pas un complot. C'est ce que Mémé appelait des conséquences. Pendant 32 ans, vous avez tout donné à Coralie et vous m'avez demandé de tout accepter en silence. Aujourd'hui, j'ai simplement utilisé les outils que vous ne m'avez jamais donnés, un bon avocat, un contrat solide et le courage de dire non. Puis j'ai ajouté la touche finale, la clause qui protégeait mon avenir. Et juste pour que vous le sachiez, le contrat de vente stipule que si Adrien décide un jour de vendre, j'ai une priorité de rachat absolue, au prix d'aujourd'hui. Cette maison, d'une manière ou d'une autre, me reviendra toujours. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une déclaration de liberté. Je n'étais plus leur pion. J'étais la reine sur mon propre échiquier. Et je venais de dire « échec et mat ». La scène aurait pu être comique si elle n'avait pas été si pathétique. Mon père, à court d'arguments, bredouillait des menaces de procès incohérentes. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Coralie fixait le vide, son monde s'écroulant autour d'elle. Et l'agent immobilier, Madame Pernay, tentait de s'éclipser discrètement, réalisant qu'il n'y avait plus aucune commission à tirer de ce désastre familial. Mais le spectacle n'était pas terminé. Le quartier, qui avait déjà été le théâtre de la tentative de cambriolage légal de ma mère, était devenu une véritable tribune. Plusieurs voisins étaient sortis sur leurs pas de porte, observant la scène avec un intérêt non dissimulé. C'est alors que Monsieur Fournier, mon sauveur de la veille, a traversé la rue. Il s'est approché lentement, s'appuyant sur sa canne. Il a ignoré mes parents et s'est adressé directement à moi. Geneviève serait si fière de toi, ma petite Élise, a-t-il dit d'une voix forte et claire pour que tout le monde entende. Ma mère a sursauté comme si elle avait été piquée. Fière? Fière de cette trahison? De cette cruauté? Monsieur Fournier s'est tourné vers elle, son regard habituellement si doux devenu dur comme la pierre. Fière qu'elle se défende enfin contre vous, Sylvie. Ne croyez pas que nous ne voyons rien. Nous l'avons tous vu, Geneviève. Nous l'avons entendu. Elle nous racontait tout. Les anniversaires oubliés, les diplômes ignorés, l'argent que vous donniez à l'une et refusiez à l'autre. Elle avait le cœur brisé pour Élise. Une autre voisine, Madame Laurent, a renchéri depuis son jardin.
C'est vrai. Elle nous disait toujours, Élise est le roc, mais même les rocs s'érodent si on leur jette de l'acide dessus en permanence. Le visage de mes parents est passé de la colère à l'humiliation la plus totale. Leur image publique, si soigneusement entretenue dans ce quartier chic, venait de voler en éclats. Ils n'étaient plus les parents dévoués d'une fille brillante, mais les bourreaux d'une autre. Leurs secrets de famille n'étaient pas des secrets du tout. Les murs de ce quartier avaient des oreilles. Ce sont des affaires de famille privées, a rugi mon père, complètement dépassé. Pas quand vous hurlez sur ma pelouse, a fait remarquer Adrien, toujours aussi calme. D'ailleurs, techniquement, vous êtes sur une propriété privée sans y avoir été invité. Je vous demanderai de bien vouloir partir. Maintenant. Le mot « partir » a semblé réveiller ma mère de sa torpeur. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux lançant des éclairs. Tu as choisi des étrangers plutôt que ta propre famille. C'était sa dernière flèche, la plus empoisonnée. Mais elle n'a pas atteint sa cible. Non, maman, ai-je répondu, et pour la première fois, je ne ressentais que de la pitié pour elle. Je n'ai pas choisi des étrangers. J'ai choisi le respect plutôt que la manipulation. J'ai choisi la paix plutôt que le conflit. J'ai choisi la dernière volonté de m'aimer plutôt que votre avidité. J'ai choisi de me choisir, moi. C'est quelque chose que vous ne m'avez jamais appris à faire, alors j'ai dû l'apprendre toute seule. Ils sont partis. Sans un autre mot. Mon père traînant ma mère par le bras. Coralie les suivant comme une ombre, le regard vide. Ils ont démarré leur voiture et ont disparu au coin de la rue. Adrien s'est tourné vers moi. Ça va? J'ai regardé la maison, le jardin, les voisins qui me souriaient avec approbation. J'ai senti le soleil de l'après-midi sur mon visage. Ça va aller, ai-je dit. Pour la première fois depuis très longtemps, je crois que ça va vraiment aller. Ils sont partis, et en s'éloignant, ils ont emporté avec eux le poids qui m'écrasait les épaules depuis mon enfance. Pour la première fois de ma vie, l'air autour de moi semblait respirable. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, un mélange de calme surréaliste et de réajustement. Le lundi suivant la confrontation, une équipe est venue installer le bureau au rez-de-chaussée. Coralie est arrivée, comme prévu. Elle ne m'a pas regardée. Elle a passé la première journée les yeux rivés sur son ordinateur, ignorant tout le monde. La cohabitation était une torture silencieuse, mais c'était la sienne, pas la mienne. Moi, à l'étage, je redécouvrais le silence et la paix de la maison de Mémé. La famille, ou ce qu'il en restait, a implosé. Ma mère a tenté une dernière offensive sur les réseaux sociaux, postant des messages vagues sur les « enfants ringrats » et la « tristesse d'une mère trahie ». Mais après les révélations des voisins, cela n'a eu aucun effet. Au contraire, j'ai reçu des messages de soutien de cousins éloignés qui disaient « Enfin, quelqu'un leur a tenu tête ». Le véritable changement a été pour Coralie. Privée du soutien inconditionnel de nos parents pour la pousser dans sa carrière, privée de l'admiration constante qui nourrissait son ego, elle s'est effondrée. Son travail, déjà médiocre, est devenu catastrophique. Adrien m'a confirmé plus tard qu'elle avait été placée sous un plan d'amélioration des performances, mais qu'elle n'avait fait aucun effort. 6 mois après le début de cette étrange cohabitation, elle a été licenciée. Pour incompétence. Pas par vengeance, mais par simple logique professionnelle. Le soir de son licenciement, ma mère m'a appelé. Sa voix était vide. C'est ta faute. Le stress de travailler dans cette maison, de te voir tous les jours, tu l'as détruite. Non, maman, ai-je répondu, sans colère. C'est vous qui l'avez détruite. Vous l'avez construite comme une poupée de porcelaine dans une vitrine. Vous ne lui avez jamais appris à affronter le monde réel. J'ai raccroché. Mes parents ont vendu leur grande maison à Lyon un mois plus tard. Ils sont partis s'installer dans un petit village en Auvergne, là d'où ma mère était originaire. Pour recommencer à zéro, loin des regards médisants. Ils fuyaient les conséquences de leurs actes. Un soir, en rangeant les affaires de Mémé, j'ai trouvé une vieille boîte à chaussures au fond de son armoire. À l'intérieur, il n'y avait pas de chaussures, mais des dizaines de lettres, toutes à mon nom. Des lettres qu'elle m'avait écrites au fil des ans, mais qu'elle n'avait jamais postées. J'en ai ouvert une au hasard. Sa belle écriture penchée remplissait la page. Ma chère Élise.
Aujourd'hui, tes parents ont encore annulé leur venue pour ton anniversaire. Ils sont allés au tournoi de tennis de Coralie. Je les vois éteindre ta lumière, petit à petit, et cela me brise le cœur. Mais je vois aussi le feu en toi, cette flamme qu'ils essaient désespérément d'étouffer. Elle n'est pas éteinte, ma chérie. Elle est juste cachée. Un jour, tu auras l'occasion de la laisser brûler, de la laisser tout éclairer. Quand ce jour viendra, n'hésite pas. Ne te sens pas coupable. Prends ce qui t'appartient et construis la vie que tu mérites. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tout mon amour. Mémé. La lettre était datée de 5 ans auparavant. J'ai pleuré en lisant ces mots. J'ai pleuré pour la petite fille que j'avais été, mais aussi pour la femme que j'étais en train de devenir. Ce n'était pas la maison, l'héritage matériel, qui était le plus beau cadeau de Mémé. C'était ça. Cette foi inébranlable en moi. Elle n'avait pas seulement vu ma douleur, elle avait vu ma force. Elle n'avait pas seulement anticipé la bataille, elle m'avait donné les armes pour la gagner. La maison n'était que le symbole. Le véritable héritage, c'était la permission d'être moi-même, de me battre pour ma place, de laisser ma propre lumière briller enfin. Elle m'avait donné les armes pour me battre, et plus important encore, elle m'avait donné une raison de gagner, moi-même. 1 an a passé. Le bureau au rez-de-chaussée a fini par déménager. Le projet d'Adrien était une réussite, mais la maison n'était pas adaptée à long terme. Un matin, il m'a appelé. L'aventure à Saint-Cyr est terminée pour nous, Élise. La maison est vide. Et selon notre contrat, tu as la priorité pour la racheter. La question est, le veux-tu? La question n'en était même pas une. Avec l'argent de la vente initiale, que j'avais prudemment investi, mes économies et un petit prêt bancaire facile à obtenir grâce à ma nouvelle situation financière stable, la réponse était évidente. 1 semaine plus tard, je signais à nouveau chez Maître Dubois. Mais cette fois, j'étais l'acheteuse. La boucle était bouclée. La maison était vraiment, définitivement, mienne. Aujourd'hui, je vous parle depuis cette maison. Je suis assise sur le perron, une tasse de thé à la main, regardant le soleil se coucher sur le jardin de Mémé. J'ai replanté ses rosiers préférés. J'ai appris à prendre soin de ses pivoines. Le jardin n'est plus le domaine d'une seule fleur. C'est un foisonnement de couleurs et de parfums, un chaos magnifique et harmonieux où chaque plante a sa place. Je n'ai plus de nouvelles de mes parents, ni de Coralie. Parfois, une pointe de tristesse me serre le cœur. Mais elle passe vite. Car j'ai compris ce que Mémé voulait dire. La famille, ce n'est pas forcément le sang que l'on partage. C'est le respect que l'on se donne. Ma nouvelle famille, ce sont des amis chers, c'est Adrien, devenu un ami fidèle, ce sont les voisins comme Monsieur Fournier avec qui je partage un café chaque dimanche. Cette épreuve m'a tout pris, pour finalement tout me donner. J'ai perdu des parents, mais j'ai gagné mon indépendance. J'ai perdu une sœur, mais j'ai gagné le respect de moi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue, mais les drames de famille le sont toujours, n'est-ce pas? Si vous avez déjà dû choisir entre maintenir une paix toxique et préserver votre dignité, j'aimerais beaucoup lire votre témoignage dans les commentaires. Quelles limites avez-vous dû imposer? Qu'est-ce que cela vous a coûté, et qu'est-ce que vous avez gagné en retour? Si vous pensez que j'ai eu raison d'agir comme je l'ai fait, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Si vous pensez que je suis allé trop loin, dites-moi pourquoi. Je suis sincèrement curieuse de comprendre les différents points de vue. Et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la façon de faire face à la manipulation familiale avec stratégie, et non avec des cris. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous, la meilleure des revanches est parfois un contrat légalement contraignant.